Bonsoir, bonsoir. Ravi, dis donc, la salle est cool, on a dû même rajouter des petits sièges, ça fait plaisir. Eh bien, je vais me présenter rapidement. Je suis Marie Trébert, je suis vulgarisatrice scientifique et vidéaste. Et du coup, ce soir, je suis ravie d'animer cette table ronde qui est donc organisée dans le cadre du projet Science taille XXL, organisé par le CNRS et l'association Femmes et Sciences. Et cette année, donc peut-être que vous avez pu voir l'exposition tout à l'heure sur le parvis de l'Hôtel de Ville, le photographe Vincent Moncorgé a tiré le portrait de 21 ambassadrices, chercheuses, doctorantes, ingénieures et techniciennes, dont plusieurs sont donc exposés. Et vous avez sur vos sièges donc le petit catalogue avec leurs portraits, les portraits de ces ambassadrices. Et ce soir, justement, nous avons la chance d'avoir avec nous 3 de ces ambassadrices. Nous avons la chance d'avoir Inès Lacotte, Alexa Dufresne et Aude Gresca. Je pense que vous pouvez les applaudir. Alors, 3 chercheuses, mais vous allez voir, 3 disciplines assez différentes. Nous avons d'un côté la robotique, l'archéologie botanique et même un mélange de linguistique et d'intelligence artificielle. Et ce soir, on va donc se questionner sur vos parcours, les obstacles peut-être que vous avez rencontrés ou pas au fil du temps. Et on va essayer de comprendre les messages aussi que vous souhaitez faire passer à celles et ceux qui rêvent de science. Et pour commencer, Inès, on va s'intéresser à toi. Donc, toi, Inès, tu es postdoctorante en aptique et robotique à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique à Sorbonne Université. Après un doctorat sur le sens du toucher et la création d'un véritable GPS tactile pour les personnes en situation de handicap, tu travailles aujourd'hui sur des surfaces haptiques programmables, un projet qui pourrait peut-être transformer notre manière d'interagir aussi avec ces technologies. Je vous invite à retrouver le portrait d'Inès en page 28. Pour regarder un petit peu le portrait qui a été pris d'Inès. Peut-être que pour commencer, tu peux nous parler de ce portrait qui d'ailleurs est un des seuls en binôme. Pourquoi ? Oui, on m'entend ? Oui, tu peux. Ok, merci. Oui, c'est vrai, c'est un portrait en binôme avec Océane. On est toutes les deux dans le même laboratoire, on est toutes les deux dans la même équipe. Et instinctivement, on n'aurait pas pensé faire la photo ensemble parce que bien qu'on soit dans la même équipe, bien qu'on travaille tous les deux dans un laboratoire de robotique, nos disciplines, elles sont assez différentes. Donc, on s'est posé la question de comment on allait aussi se retrouver là-dessus. Et ce qui a été très intéressant, c'est de savoir qu'elle, comme moi, c'est plutôt la finalité de notre recherche qui nous réunit. C'est cette volonté d'être utile et de trouver une application qui soit sociétalement bénéfique dans nos travaux, du coup. Pour Océane, c'est étudier les exosquelettes, donc les structures robotiques. Et dans mon cas, c'est étudier le toucher. Donc c'est pour ça qu'on a une main robotique, parce que ça allie cette robotique avec ce sens du toucher qui, il faut le dire, on l'explore surtout grâce à nos mains, même si tout notre corps et toute notre peau, qui est notre organe le plus grand, nous permet de sentir par le toucher. C'est la main qu'on utilise le plus. Alors, en quoi consistent exactement tes travaux ? Donc, être chercheur en haptique, c'est étudier le sens du toucher et développer des technologies qui vont transmettre de l'information via le toucher. Donc moi, j'essaye de construire des dispositifs, des surfaces, des écrans qui vont électroniquement la plupart du temps, c'est pour ça aussi que c'est dans un laboratoire de robotique, qui vont transmettre de l'information pour enrichir un usage. Comme tu le disais tout à l'heure, le GPS tactile pour les personnes malvoyantes ou aveugles peut être utile parce qu'elles n'ont pas l'information sur l'écran du téléphone. L'audio parfois est compliqué à avoir en milieu extérieur. Alors ce sens du toucher, il peut permettre d'avoir une information de direction à droite, à gauche, devant, derrière, attention, une alerte. Et ça peut être très utile pour ces personnes. Aujourd'hui, dans mon travail de post-doctorat, je travaille sur des surfaces là qui sont différentes. C'est toujours donner de l'information et ce qu'on cherche à faire, c'est améliorer les interfaces, donc la plupart du temps des écrans tactiles, qui sont utilisés dans les milieux hospitaliers, par exemple en bloc opératoire, pour améliorer leur usage, le rendre plus sécurisé et aussi plus facile à nettoyer parce que la stérilisation en bloc opératoire, c'est super important. Et du coup, comment et à quel âge peut-être tu t'es retrouvée à t'intéresser à ces sujets de haute technologie ? Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment dans ta vie ? Comment ça s'est passé ?
C'était quand j'étais au lycée, donc je pense vers 15-16 ans. J'ai eu la chance de faire un voyage scolaire où j'ai rencontré un ingénieur d'une boîte de robotique, ingénierie, qui travaillait sur un exosquelette, un peu ce que fait plutôt Océane du coup, mais un exosquelette pour les personnes en fauteuil roulant. C'était donc cet exosquelette et des structures robotiques qui se mettent de chaque côté des jambes et à la ceinture, et ça permettait aux personnes de se lever et de marcher en autonomie. Et j'ai vu ça, j'ai trouvé ça incroyable. Ils nous ont montré une vidéo, c'était impressionnant. Et je me suis dit, je veux faire de la robotique pour la santé. C'est ça que je veux faire. Donc j'ai fait une licence de mécanique, un master de robotique, et puis ce doctorat en haptique, donc sens du toucher. Et au travers de ce parcours, est-ce qu'à un moment, tu as eu peut-être des personnes qui ont été importantes, déterminantes dans tes choix aussi? Et est-ce que tu as eu des modèles féminins aussi qui t'ont accompagnée? Ce passage de robotique à haptique, il n'est pas forcément évident pour tous. En tout cas, ce n'était pas forcément ce que je voulais faire parce que je ne connaissais pas l'haptique quand j'étais au lycée. Et donc, c'est un professeur qui s'appelle Vincent Hayward qui, en master, a présenté son cours d'introduction à l'haptique. Ça m'a marqué et ça m'a passionnée tout de suite. Je me suis dit, je voulais faire de la robotique pour la santé. Finalement, en fait, je veux faire de l'haptique pour la santé ou pour l'assistance au handicap ou au médical. Il y a eu beaucoup plus de profs hommes dans ma scolarité, mais il y a une enseignante en particulier, c'est Hélène Dumontet, qui était une professeure incroyable, brillante de mécanique, qui, en plus de donner tous les cours qu'elle donnait à l'université, était aussi l'encadrante de mon parcours spécifiquement et qui a dédié énormément de temps à nous montrer ce que c'était la recherche et à nous encourager dans ce parcours. Et ça a été très inspirant aussi. Est-ce que tu dirais qu'il y a eu quand même un petit manque de représentativité là-dedans? Oui, je pense qu'à part elle, j'ai un peu de mal à avoir de grands rôles modèles dans mon parcours. Et je dirais plus que même en arrivant au laboratoire, ce qui est génial dans le laboratoire où je suis, c'est qu'il y a beaucoup de diversité. Et je vois même dans mon équipe, en stagiaire, en doctorant, en post-doctorant, il y a beaucoup de femmes. Et ça, c'est chouette. Un peu plus de difficulté à trouver ces rôles modèles dans les postes où il y a plus de responsabilités chez les profs, chez les encadrantes de thèse ou pour les directrices, les chargées de recherche par exemple. Donc là, il y a peut-être un manque de représentativité pour se projeter vers une carrière longue académique. C'est ce que je pourrais dire, ouais. Et comment as-tu été entourée dans ce parcours? On parle parfois du doctorat comme une période un peu isolante. Est-ce qu'aujourd'hui, tu travailles plus en équipe? Ouais. Quand on commence le doctorat, beaucoup de monde dit ça va être 3 ans, toi, sur un projet. Et c'est vrai que ça peut faire peur un peu, parce qu'on se dit on est tout seul. Qu'est-ce que je vais faire, moi, tout seul pendant 3 ans? Et en fait, on n'est jamais seul en recherche. Il y a les encadrants et les directeurs de thèse, mais on est toujours au sein d'une équipe. Et bien que ce ne soit pas des personnes qui, au quotidien, vont travailler sur le même sujet, c'est des échanges permanents sur la recherche qu'on fait, des feedbacks, des petits conseils. Et ça, c'est super important. Et en plus de ça, la recherche, elle est collaborative dans le monde, c'est-à-dire que tous les travaux de recherche sont basés sur d'autres travaux de recherche quelque part. Et en général, la communauté scientifique est très ouverte pour pouvoir aussi contacter des gens en dehors de son laboratoire, même de son pays, pour avoir ces informations. Donc ça, c'est chouette. Et j'ai trouvé qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui sont très enthousiastes à l'idée d'aider des plus jeunes en recherche, et ça, c'est important. Aujourd'hui, j'ai un projet, donc après mon doctorat, maintenant, j'ai un projet où j'ai la chance d'être en permanence avec un ingénieur de recherche, et donc là, c'est un travail en binôme, et c'est aussi une autre façon de faire de la recherche qui est passionnante. Et au-delà de la sphère professionnelle, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est important pour toi ou pour les autres doctorants ou post-doctorants d'avoir aussi un entourage qui est présent là-dedans? Oui, je pense que c'est très important, ça permet de trouver un équilibre, et même si ça sort disons, ça reste dans le cadre professionnel, mais ça sort des tâches professionnelles, il y a aussi des choses qui sont très importantes, c'est les cellules parité. Je sais qu'on en a dans notre laboratoire, et ça nous permet de faire des ateliers, de se rencontrer aussi entre femmes parfois pour discuter de sujets de diversité et de plein d'autres aspects des parcours de recherche qui peuvent concerner, sur certains points, plus les femmes, ou se poser des questions entre nous, et ça, c'est très intéressant. Et comme dernière question, quel conseil tu donnerais à une jeune fille qui veut se lancer dans les hautes technologies? Je pense que les jeunes en général, et les jeunes filles évidemment en même temps, sont très curieux, et ça, je pense que c'est
la chose principale quand on veut faire de la science, on est servi. Quand on est curieux, on va apprendre des choses. Donc je pense sur ça, ils n'ont pas trop de soucis à se faire. Il faut juste qu'ils entretiennent cette curiosité. Et sinon, je dirais que le mieux, c'est d'oser parce que souvent, il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre, à oser. Donc, dans le parcours, c'est pas grave de se tromper. On peut retrouver sa voie ensuite. Donc, il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup Inès. Je pense qu'on peut applaudir Inès. Merci. Merci à toi, Marie. Merci. Notre seconde ambassadrice, donc Alexa Dufraisse, tu es directrice de recherche au CNRS, au laboratoire BioArc. Tu es archéobotaniste. J'ai trouvé ça génial de découvrir ce que c'était et on va en parler. Tu étudies l'histoire des forêts passées et leur gestion par les sociétés anciennes, notamment à travers de l'analyse des bois carbonisés retrouvés lors de fouilles archéologiques. Vous pouvez retrouver son portrait page 50 et vous allez voir sur son portrait, elle tient un petit bout de bois, enfin un petit... Oh, t'es gros. Il n'était pas... Est-ce que peut-être tu peux nous parler de cet objet et de pourquoi tu as décidé de poser avec? Est-ce que c'est... Alors, donc moi, je fais partie de la famille des archéobotanistes, parmi toute la clique des archéologues. Et les archéobotanistes, c'est ceux qui travaillent sur les restes végétaux en contexte archéologique. Alors, en contexte archéologique, on trouve des bois, on trouve des charbons de bois, on trouve des graines, et puis on trouve des éléments microscopiques comme des pollens, des phytolithes. Donc moi, ma spécialité, c'est l'anthracologie, donc l'étude des charbons de bois archéologiques. Du coup, avec ces charbons de bois, on peut faire pas mal de choses. Et ce que je voulais montrer à travers cette photo, c'est que finalement, même si c'est carbonisé, eh bien, l'information de départ, elle est conservée, moyennant quelques petites études entre-temps, quoi. Mais on retrouve l'information de départ. Voilà. Ok, et donc c'était important pour toi de le montrer à l'image. Oui. Okay. Voilà. Donc ce que vous voyez, c'est une rondelle de chêne qui doit avoir 80 ans à peu près. On voit les cernes du bois qui représentent 1 an de croissance à chaque fois. Et vous voyez que sur la partie carbonisée, c'est juste, il y a une réduction de taille, une espèce de miniaturisation qui se fait. Il y a des modifications chimiques, isotopiques aussi. On est passé du brun au noir. Et puis, mais on peut remonter à l'information contenue dans le bois. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter quand même comment on tombe dans cette marmite de l'archéobotanique? C'est super niche. Alors, moi, c'est pas très original dans le sens où je fais partie des gamins qui voulaient d'abord qui s'intéressaient beaucoup aux dinosaures. Donc, j'avais plein de dinosaures à la maison en plastique. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire des fouilles archéologiques dès l'âge de 15 ans. Donc là, j'ai touché un peu à tout, de la paléontologie, mais aussi de l'archéologie paléolithique, néolithique. Et puis, à un moment donné, il a fallu faire des études universitaires. Donc, sachant que le collège-lycée, j'étais pas la meilleure du monde, on va être très clair. Donc je suis restée dans ce que j'aimais, c'est-à-dire la biologie. Et puis au moment d'aller à l'université, pour faire de l'archéologie, il faut avoir fait, il faut être bon en histoire, il faut être bon en archéologie, en histoire de l'art, des choses qui me dépassaient totalement. Donc j'ai dit, je reste dans ce que je sais faire et dans ce dans lequel je me sens bien. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis arrivé, donc à l'époque c'était le DEA, donc c'est l'équivalent du Master 2 aujourd'hui. Je voulais faire paléontologie, je me suis dit je vais revenir, mais bon, j'avais pas la mention qu'il fallait. Et à ce moment-là, donc notre parcours est quand même toujours un peu parsemé de chance. Il faut pas se leurrer là-dessus. À ce moment-là, il y a un DEA qui s'est ouvert et qui s'appelait Environnement et Archéologie. Et ce DEA, il était justement fait pour des gens qui n'avaient pas suivi une formation d'archéologie, qui avaient d'autres compétences, et savoir comment ces compétences pouvaient servir l'archéologie. Et c'est comme ça que j'ai été formée d'abord à l'anthracologie, et j'ai fait une thèse, et puis j'ai passé les concours du CNRS, le concours du combattant, ça n'a pas changé, et voilà. Tu as dit un moment, oui, j'ai pas été la meilleure dans tout, comme tout le monde. Est-ce que tu as eu du coup des phases de doute, un manque de confiance en toi au cours de ce parcours? Ouais, le doute. On a tous une histoire de vie. Alors, on sort de cette histoire de vie soit avec un manque de confiance, soit avec un excès de confiance. C'est le cas de mon fils, par exemple. Donc, voilà. Mais... ce qu'il faut, en fait, ce qui est important, c'est de pas laisser la peur nous envahir. Et étonnamment, le paroxysme de ce manque de confiance, c'est ce fameux syndrome de l'imposture que moi j'ai ressenti seulement après être rentrée au CNRS.
notamment la première année où il faut rendre son premier rapport pour être titularisé. Et là, je me suis dit, mais jamais je vais être titularisée, je ne suis pas à ma place, je ne suis pas à la hauteur. Et c'est quelque chose après qui s'est répété quand on intègre des nouveaux comités, lorsqu'on prend des responsabilités. Et en fait, si j'ai un conseil à donner, c'est que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça rejoint ce qui a été dit, il faut s'entourer des bonnes personnes. En recherche, on a la chance de ne pas travailler seul, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Et il y a une espèce de... Il y a des collègues qu'on fréquente quelques mois, d'autres qu'on va fréquenter des années, qui peuvent même devenir des amis. Et je dirais qu'il y a une espèce d'alchimie qui permet scientifique, collective, qui permet de se porter les uns les autres et de compenser les faiblesses aussi des uns et des autres. Voilà. Et tu penses que ça aide à guérir progressivement ou peut-être à mieux accepter ce complexe de l'imposteur? Je ne sais pas si c'est l'âge de 50 ans qui aide à guérir ou si c'est la recherche, mais en tout cas, il y a une chose qui, à mon avis, est essentielle, c'est faire ce qu'on aime, parce que c'est ce qui nous donne la force de dépasser nos limites, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des moments peut-être où tu t'es dit j'arrête, des moments de rupture ou Au moment du passage des concours, quand on se présente 4 fois au concours et qu'il n'y a toujours rien qui vient et qu'on sait qu'on est des centaines à se présenter, oui. Et c'est là, encore une fois, que les personnes de notre entourage, moi je pense à mes 2 directeurs de thèse qui ont été fabuleux et qui disent tu vas continuer, tu ne t'arrêtes pas, tu continues. Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes filles qui manquent de confiance en elles? Ça fait partie de notre quotidien. Le doute fait partie de notre quotidien au même titre que le trac pour les comédiens avant de monter sur scène. Mais en même temps, ce doute, je pense qu'il faut l'explorer positivement. C'est un gage de rigueur scientifique, c'est un gage d'exigence scientifique. Donc, prenons-le positivement et marrons-nous. Voilà. Merci beaucoup. On va passer à notre 3e et dernière ambassadrice. Juste un petit mot, ne partez pas à la fin parce qu'il y aura 30 minutes d'échange avec nos 3 ambassadrices. Donc préparez vos petites questions et vous pourrez leur poser directement. Alors cette fois-ci, nous avons face à moi Aude Greska. Donc toi, tu es linguiste, informaticienne et ingénieure de recherche au CNRS, au laboratoire d'informatique de Paris-Nord. Tu travailles au cœur du traitement automatique des langues, à la croisée de la linguistique et de l'intelligence artificielle. Là encore, j'ai découvert des hybridations des disciplines, je trouve ça incroyable. Donc concrètement, tu contribues à améliorer des traducteurs automatiques, par exemple, des moteurs de recherche et même des chatbots, en leur apprenant à mieux comprendre la subtilité des langues humaines. Alors, vous pouvez retrouver son portrait, page 56. Est-ce que tu peux nous parler de ce portrait? On te voit peut-être avec cette même veste. Je la reconnais. J'ai remis la veste. Et sur cette veste, projeter des lignes de code de toutes les couleurs. Pourquoi? Oui, alors elles ne sont plus là. Non. Mais en effet, alors tout le monde, enfin je pense que c'est parlant à tout le monde, l'intelligence artificielle, ça, il n'y a pas de doute. C'est vrai que la linguistique, on voit un petit peu moins. On imagine langue, etc. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce principe-là de projeter des lignes de code. Pour montrer le lien en fait avec mon domaine qui est qui sont les sciences du langage. Et alors en fait, qu'est-ce que la linguistique mélangée à l'intelligence artificielle? Donc en fait, linguiste, c'est en fait une personne qui cherche en fait tous les mécanismes, à décrypter tous les mécanismes de la langue, du langage, à tout analyser, à décortiquer les mots, les phrases, les sons. L'image que j'aime bien, c'est dire qu'un peu on est les mécaniciens ou les mécaniciennes du langage, analyser tout ce qui pourrait paraître pourtant naturel, mais en fait il y a plein de subtilités dans la langue. Et donc dans le milieu de la linguistique, il y a plein de domaines. Il y a tout ce qui est justement tout ce qui est apprentissage, comment les bébés font pour apprendre une langue. Il y a tout ce qui est évolution de la langue. Il y a tout ce qui est mécanisme, comment la langue est parlée tous les jours, ce français qui est non normé, mais pourtant qui est tellement courant. Et puis, il y a des linguistes comme moi qui travaillent dans des laboratoires d'informatique, de traitement automatique des langues. Et donc, mon objectif, en fait, pour faire simple, c'est je joue un petit peu la maîtresse des ordinateurs, c'est-à-dire que j'explique à une machine comment
comment on parle, comment on peut lire, comment on peut décrypter, comment on peut traduire. Et donc voilà, mon rôle, c'est d'enseigner à l'ordinateur la langue ou les langues en fonction des langues qui seront étudiées. Et comment cette alliance donc de linguistique et de technologie s'est profilée au fil de ton parcours ? Alors, donc au départ, c'était absolument pas ce que j'avais prévu de faire comme métier. Je peux pas dire que je suis tombée depuis mon plus jeune âge dedans, etc. Non, en fait, j'avais prévu de faire des études de lettres modernes. Et donc, d'ailleurs, j'ai fait des études de lettres modernes. Et pendant mon cursus, j'avais la possibilité de découvrir une discipline qui s'appelait les sciences du langage. C'était absolument abstrait puisque, en fait, au collège ou au lycée, on n'enseigne pas cette discipline. On la découvre qu'à l'université. Et donc, j'ai découvert les sciences du langage. Et pour moi, ça a été merveilleux. J'ai eu 2 super enseignants, un petit peu comme vous, voilà, des personnes qui ont marqué notre carrière. 2 super enseignants qui m'ont fait découvrir cette discipline. Et j'ai appris qu'en fait, on pouvait analyser sa propre langue, qu'en fait, il y avait toute une logique, qu'il fallait imaginer la langue comme des mathématiques. Et là, pour moi, c'était merveilleux. Et l'originalité de cette discipline par rapport à d'autres disciplines, je dirais, c'est que, en fait, mon objet d'analyse, qui est la langue, le langage, pour l'analyser, j'utilise également le langage pour pouvoir travailler cette matière. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un domaine un peu connoté masculin, médiatisé beaucoup avec des figures masculines. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as ressenti dans ton parcours ? Est-ce que toi, tu as eu des figures féminines qui t'ont entourée ? Comment ça s'est passé ? Alors, c'est vrai que l'intelligence artificielle est devenue grand public. Tout le monde, comme je disais, tout le monde connaît un petit peu l'intelligence artificielle. Par contre, quand on demande est-ce que vous connaissez des femmes dans ce domaine, c'est beaucoup moins visible. En fait, on verra que les grandes personnalités, sur les grandes scènes publiques, en fait, on va avoir des hommes. Il y a très, très peu de femmes. Même dans les grosses entreprises, l'intelligence artificielle, c'est très masculin. Et pourtant, on est nombreuses. On est là. Enfin, nombreuses. C'est relatif, mais on est là, peut-être moins visible, et c'est ça qui est bien dommage en fait, puisque voilà, il y a des talents, il y a plein de choses, il y a des femmes qui sont là à découvrir, il y a plein de projets de recherche, et malheureusement, nous ne sommes pas encore assez visibles, pas assez du grand public, je dirais. Alors, je voulais qu'on parle de quelque chose d'un petit peu plus personnel, mais qui finalement concerne aussi plein de femmes. Tu es aussi maman. Est-ce que le fait d'être mère et scientifique à la fois et d'avoir toute cette carrière, ça a amené à des difficultés particulières ? Alors, c'est pas simple quand on est maman et passionnée par son métier, parce que je suis vraiment passionnée par mon métier. Et je veux jouer, comme la plupart des mamans aussi, on veut être la meilleure des mamans et réussir en même temps sa carrière professionnelle. Donc, on joue sur les 2 domaines. Heureusement, je suis bien entourée. J'ai mon conjoint qui est également dans la recherche et qui m'aide au quotidien et qui comprend mon métier, qui comprend mes difficultés. Je ne suis pas toujours facile parce qu'il y a des articles à terminer, il y a des confs à faire, à préparer. Et puis, j'ai souvent beaucoup de déplacements professionnels à l'étranger. Donc, quand c'est comme ça, on essaye de concilier nos déplacements et les vacances avec les enfants. Je pars souvent au Japon. Et donc, de ne pas pouvoir les voir, ce serait très, très dur pour moi. Donc voilà. Donc, on essaie de faire les 2. Trop bien. Je vois le petit regard. Mes poupées qui sont là. Toi, tu as un discours qui ressort qui est très inspirant sur l'audace et le droit d'oser. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as osé faire quelque chose de peut-être hors norme, malgré les attentes ? Alors, parler de hors norme, je trouve que le terme est peut-être un peu fort. Mais du moins oser. Et déjà, oser, c'est pas mal. C'est-à-dire oser de faire des choix à contre-courant. Je dirais, voilà, j'ai fait peut-être des choix là où on ne m'attendait pas. Peut-être qu'on ne pensait pas là. Et finalement, je suis allée jusqu'au bout. Et je me suis dit, OK, on y va. J'aime ce que je fais. Et je vais aller jusqu'au bout. Et comme tu le disais, Alexa, c'est vrai qu'on est confronté sans arrêt au doute. Et là, se dire, OK, j'ai peut-être les capacités. Je doute, mais bon, allez, on y va, on ose, on va aller un peu plus loin. Et c'est ainsi de suite. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, je vais tenter le concours du CNRS que j'ai tenté très jeune, puisque j'avais 20 ans. Ensuite, j'ai passé mon doctorat, et puis j'ai passé des concours, et puis après, j'ai déposé des projets. Et au fur et à mesure, je me suis dit, OK, je peux le faire, mais on doute. Et pour ça, je remercie ma famille, mes amis, mes collègues, puisqu'en fait, grâce à eux,
J'en suis là aussi parce que eux sont notre appui en fait et qui vont nous aider à dire ok tu as les capacités. Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes filles qui n'osent justement peut-être pas se lancer dans les sciences aujourd'hui? Oser rêver grand, oser créer, oser des fois, oser toute expérience, oser être curieuse. Voilà, je pense que la curiosité et la passion n'ont pas de genre, n'ont pas de limite. Et donc, il faut aller jusqu'au bout de ses rêves, de sa passion. Et je pense qu'avec la passion, on peut aller très loin. Bah, merci beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir aussi. Et merci beaucoup à vous, Inès, Alexa et Aude, pour vos témoignages. C'était vraiment passionnant et je pense que voilà, vous êtes des nouveaux rôles modèles aussi, chacune, et vos messages sont très forts. Donc merci d'avoir accepté d'être avec nous. Peut-être qu'on va passer à un petit moment de questions. Si des personnes dans la salle ont des questions, c'est le moment ou jamais. Je vais commencer comme ça va dérouler. Vous n'êtes pas obligé de toutes répondre, mais s'il y en a une qui veut répondre, qu'est-ce qui, à votre avis, changerait dans votre domaine s'il y avait plus de femmes? C'est la question qu'on a posée à l'UNESCO il n'y a pas très longtemps, donc je pourrais me permettre de vous la poser aussi. Je pense juste le fait qu'il y ait une plus grande représentativité amènerait plus de femmes ensuite. C'est comme une boucle vertueuse. Scientifiquement, qu'est-ce que ça changerait? Pour moi, je trouve difficile de se projeter à ce point et de l'imaginer. Sûrement beaucoup de choses merveilleuses, j'en suis sûre. Mais je ne saurais pas dire plus. Non, je pense que oui, c'est le fait d'avoir plus de femmes dans les laboratoires. C'est vrai que ce serait vraiment important dans nos disciplines, en fait. D'avoir plus de poids, plus de... Mais... qu'est-ce que ça pourrait apporter de plus? L'avenir va nous le dire, peut-être. Juste pour l'anecdote, moi je suis dans un milieu où il y a beaucoup de femmes, et parce que c'est de la botanique, hein, donc ça intéresse surtout les femmes. Et en fait, on est très très contente de voir arriver des étudiants garçons. Voilà. Tu casses tout le propos. Qu'est-ce qui se passe? Merci pour vos interventions. Karima Kessal, référente égalité à l'Institut de la Vision, Sorbonne Université. Moi, je voulais savoir si vous faisiez des interventions dans les collèges, lycées, et si c'était le cas, quel était le message qui était transmis et est-ce que ça prenait? Je peux commencer si vous voulez. Moi, ça m'est arrivé d'intervenir dans un collège, mais c'était avant mon parcours de recherche. C'était quand j'étais en master, parce qu'avec des camarades, on a créé une association de robotique et on s'est dit, pour intéresser les jeunes, on va aller leur parler là où ils sont, donc au collège. Le message était assez large, à la fois sur les possibilités et l'impact sociétal de la robotique. Et j'avoue que je pense qu'à ce moment-là, on n'a pas forcément axer le discours sur la parité ou sur l'importance des femmes dans ces études ou dans ces métiers ensuite. Par contre, c'est quelque chose qu'on a tout de suite vu, c'est l'intérêt des jeunes à ces âges différents. Donc on a fait une classe de 6e, on a fait une classe de 3e. Et quand en 6e, il y a à peu près encore tout le monde qui parle, en 3e, il y a les garçons qui veulent être cool et qui font un petit peu le bazar parce que c'est cool. Et les filles, elles ne parlent pas. En tout cas, ça arrive qu'elles ne parlent pas. C'est ce qui était ressorti de cette intervention. Et ça, c'était assez impactant et triste aussi quand on a remarqué. Et c'est, je crois, aussi pour ça que, de mon côté, ça a été important de pouvoir continuer à faire des exercices de vulgarisation, notamment à travers la Fête de la Science, qui est sur beaucoup de campus universitaires, dans des musées. Il y a beaucoup d'espace pour ça. Et d'axer aussi ces échanges comme aujourd'hui, sur l'importance de la présence des femmes dans ces domaines. Bonsoir, merci à toutes et bravo à toutes les femmes présentes et exposées ce soir. Peut-être une question, dans vos parcours, ils sont très différents. Si vous aviez un souvenir fort à partager avec nous dans vos parcours, que ce soit quelque chose de difficile ou au contraire un moment d'épiphanie heureux, est-ce que voilà, vous auriez quelque chose à partager avec les gens présents ce soir ?
Alors moi j'en ai un, mais c'est plus, c'est pas, en fait c'est, voilà, quand on fait de la recherche, on ne sait jamais sur quel matériel on va travailler, etc. Et parfois c'est un métier qui nous offre des opportunités assez formidables. Et pour ma part, par exemple, suite à l'incendie de la charpente de Notre-Dame de Paris, j'ai pu coordonner un groupe justement pour l'étude de cette charpente et faire en sorte que les bois ne soient pas jetés, par exemple. Voilà. Et ça, quelque part, je trouve que pour moi, ça a été important dans le sens où je me rappelle le soir où il y a eu cet incendie, j'avais un postdoc qui était dans mon bureau qui me dit « Ah, il y a l'incendie ». Je me dis « Mais non, c'est un fake et tout ça ». Je passe sur le pont d'Austerlitz, je vois l'incendie et pour moi, ça a été un choc. J'ai grandi dans ce quartier, etc. Et finalement, de se dire « Ok, on a perdu ça, mais peut-être qu'on va pouvoir rendre aussi quelque chose au public en termes de connaissances ». Voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. On m'entend ? Oui. Et si je peux rebondir, le jour où on s'est rencontrés avec Alexa, on est repartis ensemble en métro. On a passé, je pense, 1 heure à parler de ce qu'elle avait fait pour Notre-Dame. Et c'est impressionnant et c'est passionnant. Et c'est fou comme aussi, pour répondre à la question, il y a des fois, c'est même pas en lien avec notre parcours, c'est des rencontres. Et de voir comment on peut apprendre des autres aussi et de se rendre compte du merveilleux que peuvent être certains sujets de recherche dont on n'avait même pas idée. On a des métiers où on a la chance en fait d'échanger avec énormément de collègues dans des disciplines qui sont complètement, qui sont souvent très différentes. Et moi, je dirais que mon plus grand plaisir au quotidien, c'est de pouvoir échanger régulièrement avec des collègues de pays totalement différents du nôtre, avec des cultures totalement différentes, et de travailler ensemble. Et ça, je trouve ça magique en fait. Et c'est un vrai bonheur. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et félicitations à vous mesdames et aux 21 ambassadrices, franchement c'est super. En fait j'ai 2 questions s'il vous plaît. Quand vous faites des interventions dans les collèges, lycées ou facs, etc., je voulais savoir, parce qu'on dit toujours c'est la faute à l'éducation nationale qui ne sensibilise pas assez les enfants, les filles, mais quand vous les voyez, les enfants, quelle est la réaction de leurs parents ? Est-ce qu'ils sont là ? Est-ce qu'ils les accompagnent ? Est-ce qu'ils les ont quand même incités à prendre d'autres carrières que les habitués, je ne sais pas, assistantes ou coiffeuses ou des choses comme ça, en disant que la science est un vaste domaine, un vaste sujet, une évolution, une liberté, une indépendance extraordinaire. Et deuxième question, savoir si vous faites des parrainages de jeunes filles dans les lycées, les collèges, les universités. Voilà, merci. Pour les expériences que j'ai eues avec les scolaires, il n'y avait jamais les parents avec, ou très peu. Donc je ne saurais pas dire sur ces moments précis. Par contre, je pense que c'est clair qu'il y a toujours une influence du milieu parental et familial, et qu'en ça, il y a aussi des diversités et des inégalités, parce que la science, c'est merveilleux, l'université, c'est merveilleux parce que c'est quasiment gratuit. La méritocratie, après, dont on parle, c'est compliqué parce que quand on ne vient pas tous du même endroit, quand on n'a pas eu les mêmes conseils des parents, quand on n'a pas eu les mêmes rôles modèles, on ne peut pas dire qu'on a tous le même mérite à faire des études poussées et scientifiques. Donc, je pense que c'est important d'aller chercher des endroits, des collèges, des jeunes partout, y compris dans des endroits défavorisés, pour leur permettre d'ouvrir un champ des possibles. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas eu cette représentation, ils n'ont pas eu la chance d'avoir ce discours qui leur disait que bah oui, toi, tu es une fille et tu peux faire ce que tu veux, tu peux le faire. Donc ça, je pense que c'est super important. Et c'est le rôle, je crois, d'une certaine façon, de l'éducation nationale quand c'est possible. Parce que les parents, ils ne peuvent pas non plus tout, parce qu'ils n'ont pas forcément toutes les informations. Et pour répondre à votre question sur le parrainage, moi, je n'ai jamais été amenée à parrainer. En revanche, je suis amenée à encadrer beaucoup d'étudiants dès la licence, le master, les thèses.
Et personnellement, pour moi, c'est un engagement. Je le vis d'ailleurs comme un parrainage, c'est-à-dire que je fais en sorte... je sais que je peux être dure, je sais que je peux être exigeante, mais j'essaye toujours de faire en sorte que ce soit constructif et de les accompagner jusqu'au bout. Et c'est une sorte de parrainage, en fait, quelque part, quand on s'investit avec ces étudiants, comme ça. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous, parrainer plus tôt. Ça, ouais. Bah ouais. Au marrainage, oui. Voilà. Mais plutôt dans les cursus, ça serait effectivement important. Oui, je voudrais rebondir sur ces deux questions. Moi, en tant que représentante, entre autres, de Femmes et Sciences, c'est notre vocation, effectivement, à Femmes et Sciences, d'aller dans les collèges et les lycées. Donc, en général, on ne le fait jamais de nous-mêmes. Il faut que vous veniez vers nous, si vous le souhaitez, hein, en prenant contact avec nous au secrétariat ou Contact Île-de-France. Et bien sûr, ces jeunes femmes ou d'autres pourront venir dans les établissements et vont naturellement dans les établissements. Ce qu'on constate, c'est que les jeunes ne connaissent pas les métiers. Ils connaissent les métiers de proximité, en fait. Donc les métiers, ils ne les connaissent pas vraiment. Et bon, quand on leur parle une fois de métiers scientifiques, ça ne leur fait pas forcément d'effet. Les parents, on les rencontre rarement. Ça se fait de plus en plus, qu'il y ait des réunions de parents d'élèves, où effectivement, enfin, on peut aussi parler aux parents. Mais enfin, sachez que si vous venez vers nous, on viendra vers vous. Par rapport à cette expérience, moi, je suis dans un milieu où finalement personne n'a travaillé dans la recherche. Et quand je suis arrivée à l'université, je ne connaissais absolument pas le métier de chercheur. Et donc, c'est grâce à mes enseignants que j'ai découvert la recherche, les laboratoires de recherche. Pour moi, la recherche était très abstrait. C'était en effet les tubes, les éprouvettes, la blouse blanche, et c'est tout. Et en fait, grâce à l'université, grâce aux enseignants qui m'ont donné l'envie, l'amour de faire de la recherche, j'ai découvert ce milieu qui était, c'est vrai, encore très, très abstrait, très fermé. Et donc, je pense qu'il faut, dès l'école primaire, dès le collège, mais vraiment, je pense l'école primaire déjà, parce qu'il y a déjà cette curiosité, faire découvrir en fait le métier de chercheur, enfin pas que de chercheur, mais le milieu de la recherche, puisque dans la recherche, il y a des techniciens, il y a plein de métiers, et donc d'ouvrir plus au milieu public, au grand public, montrer ce que c'est que la recherche au quotidien. Et c'est pas si fermé que ça, en fait. Bonsoir, merci pour ce grand témoignage. C'est dommage que ça ne soit pas plus souvent, qu'on puisse entendre les femmes qui sont sur le terrain et qui pourraient nous partager un petit bout comme ça. Donc, grand merci. Moi, je veux juste évoquer le fait que je suis en contact dans le cadre d'une association avec beaucoup de jeunes femmes. Et j'entends quand même très souvent la difficulté pour un certain nombre d'entre elles de passer toutes ces portes-là dont vous avez parlé, tous les diplômes. Et parce que, en tant que femme, elles disent c'est pas juste. Les gars, ils ont, nous, on n'a pas. Et c'est tout un ensemble de sociétés, hein, partout. J'ai aimé que vous disiez il faut oser, mais il faut la force aussi pour oser. Et cette force-là, où est-ce qu'on la trouve avec nos pères, mères, je ne sais pas comment on dit quand c'est des filles qui sont pères. Mais c'est pas simple du tout, et on entend encore trop souvent des jeunes femmes qui sont bloquées parce que un monsieur chercheur ou enfin placé plus haut dans la hiérarchie au long des études bloque, voilà, juste parce qu'on est femme. Et ça, c'est quelque chose que on devrait toute la société, là, c'est pas les chercheuses et que les chercheuses, mais toute la société devrait se réinterroger sur le fait que les femmes, elles ont un parcours plus difficile parce qu'il faut plus oser. Et les garçons et les hommes, ils ont
plus la parole est facile parce qu'ils savent qu'on ne va pas leur refuser, alors que les filles, elles ont expérimenté combien c'est difficile parfois de prendre la parole. Voilà. Je pense que vous avez raison et je crois que c'est pour ça que de plus en plus il y a des concours et des endroits où on cherche la parité, ou en tout cas on cherche volontairement à inclure plus de femmes. Et il y a malheureusement, c'est quelque chose à double tranchant parce qu'à côté de ça, il peut y avoir souvent des hommes du coup, qui disent « Ah, mais du coup, c'est pas juste, c'est parce que c'est un quota ». Et il faut faire très attention à ça parce que on en avait parlé aussi tout ensemble à d'autres moments, mais être envoyé à sa condition ou d'être femme comme une excuse, ça peut être quelque chose de très frustrant. Moi, ça m'est jamais arrivé dans ma carrière ou dans ma scolarité, j'ai eu beaucoup de chance, mais je sais que j'ai eu des collègues ou des connaissances qui ont eu des distinctions, des prix, la Légion d'honneur, et on leur a dit oui, c'est normal, c'est parce que tu es une femme. Ben non, c'est parce qu'elle est brillante, c'est parce qu'elle est incroyable qu'elle a eu la Légion d'honneur, c'est pas parce que c'est une femme. Donc il y a des choses qui sont faites. Je crois qu'il faut accepter qu'il y ait ces quotas, ces places données pour les femmes pour chercher la parité, sans voir ça d'un œil négatif, sans chercher toujours à voir le négatif de cette solution, parce qu'en effet, on a du retard à rattraper en termes de représentativité, en termes de biais qui sont un peu partout. Et donc c'est important de faire des efforts sur ça. Et pour oser, par contre... c'est en étant bien entouré, je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est avoir des contacts, des appuis autour qui disent vas-y, tu peux le faire, vas-y, tu devrais le faire. Et dans les laboratoires de recherche, on met de plus en plus en place en fait, le mentorat. Donc on est là pour accompagner justement les jeunes docteurs, les étudiantes. Et on est là pour les épauler, pour leur dire bah voilà, t'es pas seul, on est là, on peut t'aider. Si tu as des difficultés, si tu rencontres un problème avec un collègue, on est là, tu peux en discuter. Et donc ça se met de plus en plus en place, notamment au niveau du CNRS. Ça se développe, et heureusement. Moi, je voulais un peu répondre à la dame qui est là-bas. J'ai la chance d'avoir une fille qui a fait des études scientifiques. Et je lui ai toujours dit qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Et son papa aussi. Donc je pense que quand on le dit effectivement à une petite fille depuis qu'elle est née, ça marche. Mais j'aurais dit la même chose à un garçon. C'est juste que je n'ai pas éduqué différemment ma fille parce que c'était une fille. Et je pense que c'est juste ça qu'il faut que tout le monde ici... Alors si vous êtes maman, si vous êtes papa surtout, parce qu'il paraît que la confiance des petites filles se lit dans les yeux du papa. Donc si elle a la chance d'avoir un papa qui la pousse, une petite fille, elle décrochera la lune. Les mamies ont aussi beaucoup d'importance. Les papis, bien sûr, mais les mamies sont hyper importantes. Et c'est vraiment... c'est à vous, à tous ceux qui sont là intéressés par le fait qu'il y ait des femmes, un peu plus de femmes dans la science, mais un peu plus de femmes dans tous les métiers scientifique et qu'il y ait une parité. Et c'est la même chose aussi, ne pas décourager un garçon qui veut être sage-femme, si c'est ça qui lui plaît. Il ne faut pas qu'il y ait des métiers masculins, des métiers féminins. Il faut juste qu'on se dise, en fonction de ton talent, de ton appétence, vas-y, quel que soit garçon, fille, vraiment aucune différence dans l'éducation, concernant en tout cas les études. À mon avis, c'est hyper important. J'ai une question parce que j'ai eu l'occasion, dans le cadre d'un travail dans un grand institut de recherche de la lutte contre le cancer, de m'apercevoir qu'au cours de colloques, séminaires, etc., de grandes collaborations ou échanges entre scientifiques, souvent les femmes scientifiques n'osaient pas s'exprimer ou alors la parole était prise par les hommes. Comment vous avez réussi à gérer, à appréhender, à maîtriser votre parole en public? Ouais. Bon alors, maîtriser la parole en public, il n'y a rien de très... Enfin, voilà, je pense que c'est une question de caractère. Moi, ça se voit peut-être plus aujourd'hui parce que j'ai beaucoup travaillé, mais j'étais une timide maladive. C'est peut-être pour ça que je fais un peu d'humour de temps en temps. Ça permet de se dégager de certains problèmes. Voilà. Après,
À titre personnel, et c'est ce que je reproduis aussi avec les étudiants, quand il s'agit de parler en colloque, j'estime que c'est toujours la personne qui a produit en premier les données qui doit parler, que ce soit une femme ou un homme. En fait, ça revient exactement à ce que disait la dame. Ce qui est important, tout ça, ça ne dépend pas du genre. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas d'inégalité, qu'il n'y ait pas d'injustice. C'est tout. Après, favoriser des hommes dans un métier, des femmes dans l'autre, pourquoi pas ? Mais il faut d'abord que ça vienne d'eux. Moi, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, je suis très contente de voir des étudiants s'intéresser à la botanique, parce que ça fait du bien et ça vient d'eux. Ça n'a pas été motivé. Voilà. Donc après, prendre la parole en public, c'est pas facile. Quand on parle de son sujet de recherche et qu'on s'adresse à sa communauté scientifique, quelque part, j'ai envie de dire, on est un peu dans notre bain, on est bien, on est à l'aise. En revanche, dès qu'il faut commencer à vulgariser auprès du grand public, c'est autre chose. Et je dirais que pour moi, la chose probablement la plus difficile, c'est les scolaires. C'est réussir à faire passer un message simple à partir de ce qu'on fait nous. Et peut-être qu'on manque même de formation, nous, à ce niveau-là. Je sais qu'au sein de mon laboratoire, et ça se fait d'ailleurs dans d'autres laboratoires, nous, en tant que statutaires, avec une certaine expérience, on est toujours là pour si jamais ils veulent faire des répétitions, etc. Entre eux, les étudiants, doctorants, post-doctorants font aussi des répétitions. Au niveau du CNRS, par exemple, quand on est amené à travailler sur des sujets parfois un peu sensibles comme Notre-Dame, il existe une cellule justement pour nous apprendre à parler. Maintenant, je connais pas de choses qui vont plus loin que ça. Peut-être vous ? Non, moi non plus, j'ai pas cette expérience. Et puis je pense qu'il y a quelque chose de générationnel aussi. Au fur et à mesure, on parle de plus en plus de ces problèmes. Et donc je pense que les nouveaux, les doctorants, les nouveaux étudiants qui arrivent vont peut-être plus avoir du respect, faire peut-être plus attention à ça qu'il y a encore quelques années. Mais j'ai pas eu en tout cas l'expérience où je ne connais pas de groupe de formation par rapport à ça. Moi, je dérive un petit peu de la question et de la réponse. Mais il y a quand même beaucoup de choses. Moi, j'ai pu participer beaucoup à des mises en place d'événements comme ma thèse en 180 secondes, qui sont des concours d'éloquence et qui permettent aussi à des personnes qui sont en thèse. Alors nous, on le voit quand c'est en vidéo, qui sont sur scène, mais en fait, tout en amont, il y a un travail avec des professeurs de théâtre, des personnes qui leur apprennent à se positionner sur une scène, à même gérer physiquement le stress, etc. Donc il y a des choses comme ça qui se mettent en place qui sont assez intéressante, je trouve. Moi, mon métier, c'est d'être vulgarisatrice scientifique et de plus en plus, j'ai des chercheurs et des chercheuses qui veulent travailler main dans la main avec des vulgarisateurs et des vulgarisatrices, que ça soit en vidéo, dans des livres, dans des projets de théâtre. Même, j'ai été contactée. Je suis partie dans un laboratoire à Lille avec un chercheur qui s'appelle Cédric Sueur, qui travaille en primatologie. Et voilà, il m'a dit, moi, je sais pas forcément faire vulgariser, j'ai envie de vulgariser, comment on fait? Alors on a réfléchi et on a créé une vidéo ensemble, un petit documentaire. Donc il y a de plus en plus de choses comme ça qui se mettent en place, même ce qu'on voit ce soir, en fait, des choses artistiques qui se mettent main dans la main avec la recherche, et ça, je trouve ça chouette, et ça permet à tout le monde d'y retrouver un peu de formation et de courage. Moi, vraiment, ce qui me vient en tête, c'est un questionnement par rapport à la nécessité de ce parcours d'exigence auquel vous avez été confronté et que vous avez traversé pour arriver à faire de la recherche de façon valable. Est-ce que, après coup, une fois que vous êtes dans votre métier de chercheuse, vous trouvez que ce parcours était vraiment nécessaire, l'acquisition de tout ce que vous avez fait après était nécessaire, ou est-ce que surtout était nécessaire le besoin de sélection? Je pense que c'est une bonne question, et je crois qu'un moment charnière de la vie d'un chercheur, c'est le doctorat. Et je crois que même si les épreuves, dont je n'ai pas forcément encore eu l'expérience, mais tout ce qui se passe après qui en découle,
qui est très important. Mais ce moment de doctorat, qui est une certaine sélection d'une certaine façon, dont vous parlez, il est primordial parce que c'est 3 ans où on se pose des questions sur son travail, sur sa méthode, sur sa méthodologie et sur la recherche en général. Parce qu'on sort d'un doctorat en étant expert d'un domaine et on sort d'un doctorat en étant convaincu qu'on ne sait vraiment rien, je crois. Parce que on est censé, aux yeux du monde, être l'expert d'un domaine. On l'est, d'une certaine façon. Sûrement, sur ce sujet-là, il n'y a pas d'autres personnes plus expertes que nous. Mais on sait aussi à quel point, autour de nous, il y a des gens brillants sur chacun de leurs domaines et qu'on ne sera jamais aussi expert qu'eux dans ce sur quoi ils travaillent. Donc, quand aujourd'hui, sur des plateaux télé, on voit plein d'experts donner leur opinion, plus que des informations, ça nous fait aussi remettre en doute ce qu'on appelle les experts et qu'est-ce qui est vraiment les faits, les opinions, etc. Donc pour moi, il y a quand même une partie sélection qui est sûrement un caractère de filtrage, comme vous dites, mais il y a un processus dans la recherche. Il y a une réflexion, une méthode et une ouverture d'esprit qui est essentielle et qui peut s'apprendre que par le processus. Oui, je suis entièrement d'accord et donc je vais rebondir du coup sur la sélection. La sélection, pour entrer au CNRS par exemple ou à l'université, elle se fait surtout par le nombre de publications que vous avez faites. Et je dirais que le vrai problème, il est là, parce que ça ne se compte pas en nombre, ça se compte en qualité et sur ce qu'on a apporté à la science. Donc aujourd'hui d'ailleurs, les comités d'évaluation, les comités nationaux, dont j'ai fait partie d'ailleurs, module ça. On n'est plus dans de la comptabilité. Maintenant, ce qu'on demande aux chercheurs, c'est prenez de votre choix les 5 publications qui vous parlent le plus et dites-nous en quoi ça a changé quelque chose dans votre champ disciplinaire. Donc je dirais que ça évolue sur cette partie sélection, c'est en train d'évoluer. En revanche, je pense que l'exigence scientifique, la rigueur scientifique, elle est indispensable. Et elle s'apprend et c'est très long. Tu voulais rajouter quelque chose, Aude ? Non, mais le parcours pour arriver là où nous en sommes est extrêmement long, dur psychologiquement en fait, parce que la thèse, comme on l'a dit, c'est... Alors déjà, il y a tous les diplômes avant la thèse déjà, donc il faut tenir le coup. Et puis la thèse, c'est quelque chose, comme moi j'ai dit, l'image c'est un accouchement, c'est-à-dire que pendant... Non, mais c'est vraiment, on est dessus pendant, là tu as dit 3 ans, mais souvent ça peut être beaucoup plus. Voilà, et c'est plusieurs années on est dessus, les gens ne comprennent pas, notre entourage ne nous comprend pas, on est dans notre bulle, on pense thèse, on mange thèse, on dort thèse. Et donc voilà, ça en devient maladif. Et on te demande au quotidien quand est-ce que tu commences à travailler. Ouais, voilà, c'est ça. Et le problème du chercheur, c'est oui, il faut avoir l'idée et on ne l'a pas forcément tout de suite. Et quand on est devant son ordi ou devant une manip, on n'a pas forcément et on attend. Et des fois, ça ne vient pas tout de suite. C'est des épreuves qui sont vraiment très, très dures. Et après, tout ça n'est pas terminé puisque après la thèse, donc il y a la soutenance aussi. Et après la soutenance, il y a l'épreuve difficile de trouver un poste. Et alors là, c'est-à-dire qu'on va dire que la thèse, on était encore dans une bulle un petit peu protégée, c'est-à-dire qu'on est dans son environnement, on découvre la recherche, c'est super. Enfin, il y a des hauts et des bas sans arrêt pendant la thèse. C'est le meilleur moment, là. Ouais, finalement, on se dit que c'est le meilleur moment. C'est que des hauts et des bas, mais finalement, c'était la meilleure période. Et après, la recherche de poste, donc là encore, des concours à passer. On est peut-être bon, mais il y en a d'autres qui sont bons, tout aussi bons. Et donc là, ça peut être long. C'est la traversée du désert, sans eau, sans rien. Et donc là, oui, c'est dur. C'est que psychologiquement, on se dit, OK, on est passé par une étape qui était le doctorat. Et maintenant, on doit encore faire ces preuves à travers ces nombreux concours, que ce soit du côté de l'université, que ce soit du côté CNRS. Il y a très peu de postes et donc voilà, il y a plein d'étapes. Et après, quand on a un poste, il y a encore d'autres difficultés, la recherche de crédit pour financer ces projets, aller à frapper à chaque porte, déposer des dossiers, des projets de recherche sans arrêt. Et donc voilà, on est sans arrêt dans cet état de OK, faut y aller, faut avancer. Et donc c'est pas simple. Psychologiquement,
il y a sans arrêt des remises en question et des hauts et des bas. Mais ça ne doit pas être décourageant non plus. Hein. Non. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est tous... D'ailleurs, c'est ce qui nous tient, hein, c'est la passion. On aime toutes ce qu'on fait. On est passionnés. Et c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai qu'il y a des moments où on aimerait se poser un peu juste pour prendre du recul sur certaines analyses. Mais encore une fois, c'est la notion d'équipe, c'est la notion de collectif. Et c'est ça qui fait qu'on y arrive. Parce que quand il y en a un qui a présenté un projet qu'il a eu, 4 années après, on demande aux copains, et tu veux pas déposer ce projet-là, comme ça on y va ensemble. Et voilà, et c'est aussi ça la recherche. Mais non, c'est un merveilleux métier. On ne s'ennuie absolument pas. Non, mais vraiment, c'est merveilleux. Mais voilà, il y a plein de choses. Et puis, il faut se dire qu'aussi, c'est un métier où on met pas le cerveau on-off, d'accord ? C'est-à-dire que moi, je ferme la porte de mon bureau et le soir, je repense à ce qu'on a fait, les articles, les publications. Et donc, on n'en sort pas véritablement. On est dedans, au quotidien. Eh ben, merci beaucoup à vous trois. Je pense qu'on peut les applaudir. Bah oui. Merci beaucoup pour vos témoignages et vos prises de parole. Je pense que ça a touché beaucoup de monde dans la salle et ça sera aussi diffusé, donc encore d'autres gens. Merci aussi du coup au CNRS, à l'association Femmes et Sciences, à la ville de Montreuil, donc qui expose vos portraits aussi devant l'hôtel de ville. Merci au projet Science XXL et puis encore une fois, merci pour ce temps d'échange. Merci à vous d'avoir posé des questions. C'est toujours chouette de pouvoir échanger. Et je pense qu'on peut se faire un dernier super applaudissement pour nos 3 ambassadrices.